Merci à vous, à toutes les trois, d'avoir accepté de participer à cette audition qui fait partie d'une série que nous allons mener cette semaine. Nous avons commencé hier et nous allons continuer jusqu'à la fin de la semaine et peut-être même la semaine prochaine. C'est dans le cadre d'un travail de groupe parlementaire donc de la France Insoumise autour de la gestion de la crise sanitaire actuelle et des propositions que nous faisons, que nous avons commencé à faire et que nous allons continuer à faire pour permettre une gestion politique, sociale, sanitaire qui va dans le sens de ce qu'on défend, à savoir la protection de l'ensemble de la population et de faire primer ce bien-être sanitaire et social avant tout. Et donc, dans ce cadre, nous avons constitué une équipe avec ma collègue Caroline Fiat, qui ne peut pas participer en ce moment aux auditions, puisqu'elle est par ailleurs aide-soignante et a repris son activité, ce qui fait qu'elle a des horaires un peu décalés. Et donc, voilà, c'est pas évident, mais elle suit bien entendu le travail. Et elle est représentée par ailleurs par son assistante Sandrine Richard qui a été celle qui vous a envoyé l'invitation. Et sont également présents et présentes dans le cadre de cette audition Mathilde Julievio, qui est la collaboratrice de notre groupe parlementaire en charge des affaires sociales. Elle est assistée de Damien Maudet, qui travaille au groupe, et ma collaboratrice, Brune Seban, qui travaille sur ce dossier avec moi et dans mon cabinet en général, qui est ma chef de cab. Et donc, nous souhaitions avoir votre analyse, vos points d'alerte, vos propositions également sur la question de ce que nous, on a appelé la planification d'un déconfinement sanitaire, social, économique et démocratique, parce que c'est une question qui nous a interpellés très tôt. Dernièrement, l'intervention d'Emmanuel Macron a donné, y compris, une perspective d'ici un mois d'un processus, en tout cas, qui irait dans le sens du déconfinement. Et nous voudrions avoir des éléments de différents secteurs, de chercheurs, de scientifiques, de militants et militantes aussi sur ces questions, pour pouvoir élaborer des propositions et puis aussi dans le cadre du contrôle parlementaire et pouvoir s'appuyer aussi sur ces expertises, ces expériences afin de juger au mieux et d'apporter en tout cas avec nos moyens les corrections nécessaires et en tout cas influencer, essayer de faire en sorte que le gouvernement puisse les apporter sur ces questions. Et donc là en particulier, nous voulions avoir votre point de vue, votre analyse sur la question des réponses institutionnelles, à la fois sur le confinement et les processus de déconfinement, en tout cas tel que c'est débattu en ce moment, les pistes qui sont posées. Donc réponse institutionnelle, réponse sociale et surtout comment ça peut se mettre en œuvre vis-à-vis de l'ensemble de la population, vis-à-vis d'un certain nombre de secteurs particulièrement précaires, vulnérables, enfin précarisés, vulnérabilisés, et aussi au regard de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, qui semble avoir quand même été assez oubliée depuis le début de la crise. Et donc, il nous semble important de concevoir une réponse qui implique le plus largement possible, y compris dans l'expertise et la production des solutions, à la fois tous les secteurs sociaux et le plus grand nombre de la population comme acteurs et actrices donc de ce processus. Voilà un peu, je sais qu'on vous avait envoyé un peu les différentes questions, les questionnements qu'on avait sur ce point. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez faire un exposé de 10 minutes, un quart d'heure chacune, et ensuite, on aura peut-être des demandes de précision par rapport à vos exposés. Voilà, je n'ai pas
un ordre particulier, peut-être, enfin celui qu'on avait au départ. Donc peut-être je vais donner la parole à Madame Tebomoni, directrice de recherche à l'INSERM, et ensuite Nathalie Godard de Médecins du Monde et Gwen Fauchois, activiste, ex-présidente d'ACT UP. On peut aller, ou alors si l'une d'entre vous veut commencer à des impératifs, ça peut être selon votre bon vouloir. C'est comme vous voulez, moi je veux bien commencer. Hein. Alors, tout d'abord peut-être sur la gestion actuelle, avant qu'on arrive à ce qui se profile à travers la dernière intervention d'Emmanuel Macron. En fait, peut-être je peux dire un mot de la raison pour laquelle je suis sur les questions de stratégie sanitaire, même si l'essentiel quand même de mon activité est en santé-travail, mais j'y viendrai. Pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans sur les questions de stratégie sanitaire dans le domaine des maladies infectieuses, j'ai été extrêmement surprise de la manière dont s'est construite la réaction en France, la réaction institutionnelle à cette épidémie, parce que, en fait, elle me paraît contradictoire avec tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce que l'expérience des épidémies anciennes et plus récentes nous apprend, c'est-à-dire tout a été concentré entre les mains de l'hôpital et à un stade qui est grave de la prise en charge des malades s'est faite au moment où les symptômes deviennent gravissimes pratiquement. Alors que ce que mon expérience par rapport à la tuberculose, mais c'est aussi l'expérience manifestement par rapport à d'autres coronavirus, c'est que il y a une stratégie qui consiste à dépister précocement, dépister les cas avec des symptômes respiratoires, là, puisque c'est respiratoire, des symptômes respiratoires très communs et immédiats, la fièvre, enfin les quelques symptômes sur lesquels tout le monde s'accorde pour dire c'est déjà une suspicion, l'identification des sujets contacts, une politique de test systématique des cas de symptômes respiratoires et de sujets contacts, et ensuite une mise en place de prise en charge où un malade n'est pas, abandonné chez lui, comme c'est le cas en ce moment, avec du paracétamol et en lui disant si ça va vraiment pas, vous appelez le 15, et le 15 a été très rapidement débordé. Et les sujets contacts n'ont pas été testés, il n'y a pas eu de politique de test. Alors de plus en plus maintenant, on entend des critiques par rapport à ça, donc j'insisterai pas, si ce n'est que c'est ce qui aurait permis et ce qui permettrait de savoir où on en est. Parce que ce n'est pas les modélisations qui ont été faites qui permettent de savoir où en est l'épidémie, où sont les cas déjà identifiés, où sont ceux qui sont symptomatiques mais non graves, et où sont ceux qui sont contaminés mais asymptomatiques. Or, c'est cette stratégie-là qui reste extrêmement urgente à mettre en place parce que c'est elle qui permettra d'envisager un déconfinement dans des conditions pas à l'aveugle, parce que pour l'instant, on est à l'aveugle de ce qui se passe dans cette épidémie. Donc là, c'est un peu l'expérience
du passé pour moi, mais j'insiste là-dessus parce que ça redouble aussi la question des inégalités. J'ai deux collègues qui ont fait un excellent exposé sur les inégalités dans le cadre d'une conférence à Attac la semaine dernière, le 10 avril, que vous pouvez retrouver sur le site d'Attac, sur le fait que cette épidémie est aussi un miroir grossissant pour les inégalités à tout point de vue d'ailleurs. Hein. Donc, vraiment, il faut insister sur le fait que cette stratégie, elle est absolument nécessaire. Elle est nécessaire y compris pour que la prise en charge, sans parler des traitements, je voudrais en dire un mot après, mais même une prise en charge avec de l'oxygène à domicile peut permettre d'éviter une aggravation. Sans parler effectivement alors, de la chloroquine et enfin de la bithérapie qui est actuellement en essai thérapeutique dans l'essai Discovery, mais qui était aussi appliqué par le professeur Raoult. Dès que cet essai aura donné des résultats et que si ça montre effectivement, si ça confirme ce qui est dit par le professeur Raoult, il faut très rapidement qu'un traitement comme celui-là soit mis à disposition, pas seulement dans les hôpitaux. Parce que le dernier point sur cet aspect prise en charge, c'est que c'est au niveau de première ligne qu'il faut que la prise en charge se mette en place, avec les généralistes, avec les centres municipaux de santé, avec tous ceux et celles qui assurent une présence médicale au plus près des populations. Il faut rapprocher les soins des populations et non pas être dans une distance qui rend extrêmement difficile pour toute personne qui a des symptômes la possibilité d'une prise en charge, je dirais, un minimum cohérente. Donc là, en fait, malheureusement, on est un certain nombre à dire cela depuis au moins 1 mois et demi et on n'a pas été entendu du tout. Je voudrais venir maintenant sur la question du travail. Parce qu'il y a les travailleurs, il y a déjà les travailleurs de la santé, que ce soit dans les services hospitaliers en soins aigus qui prennent en charge les malades atteints de Covid-19. Il y a tout l'ensemble des autres soignants, et sachant que c'est une épidémie où les tests sont rares, moi j'ai une très très grosse inquiétude pour tous les malades atteints de pathologies chroniques, travaillant sur les cancers professionnels, mais sachant ce qu'est l'épidémie de cancer, dont je voudrais rappeler les chiffres encore aujourd'hui, 400 000 nouveaux cas cette année, 400 000 nouveaux cas de cancer. C'est la moyenne annuelle depuis quelques années. Ça veut dire que pour tous ces malades, non seulement il y a le cancer qui affaiblit bien sûr et donc rend la contagion d'autant plus redoutable, mais il y a les traitements aussi qui affaiblissent, notamment au niveau immunitaire. Donc, quelles sont les précautions qui sont prises dans les services de cancérologie, dans les services de prise en charge des malades atteints du cancer? Et on peut faire le même raisonnement pour les malades atteints de maladies cardiovasculaires et pour les malades atteints de maladies chroniques comme le diabète. À cela, j'ajoute l'inégalité. Le cancer est une maladie extrêmement inégalitaire. Les ouvriers payent un tribut énorme et en Seine-Saint-Denis, on a des indicateurs, par exemple, je prends la Seine-Saint-Denis parce que c'est le département où je travaille, on a des indicateurs très très inquiétants sur l'évolution de cette épidémie de cancer qui n'évolue pas dans le bon sens, ni d'un point de vue de la morbidité, ni d'un point de vue de la mortalité. Donc, on est dans une situation où les plus démunis du point de vue des soins sont aussi les plus vulnérables du point de vue du coronavirus. Ce qui pourrait peut-être éclairer
certaines informations mais qui sont tellement sommaires qu'on ne peut pas en tirer grand-chose, qui est qu'il y a une forte surmortalité par coronavirus dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus. Les personnes vulnérables, même parmi les personnes âgées, sont celles qui cumulent des pathologies. Du point de vue du travail, les personnes, les soignants dans ces services-là sont aussi évidemment vulnérables et il faut vraiment reprendre là ce que le Code du travail contient par rapport aux règles en relation avec les agents biologiques. Alors là, je voudrais citer 3 ordonnances de référé qui viennent de tomber, qui ne sont pas par rapport, si un petit peu par rapport au milieu sanitaire, il y a un référé à Lille du 3 avril. Tout ça sera sur notre site internet de l'association Henri Pézra ce soir ou demain. La première, donc, c'est Lille et c'est une association d'aide à la personne. Une inspectrice du travail a fait un bilan extrêmement détaillé des infractions au Code du travail et des dispositions à mettre en œuvre en rapport avec le Covid-19. Cette ordonnance est remarquable et peut vraiment permettre de servir de modèle pour exiger les mêmes modalités de travail, que ce soit dans un secteur hospitalier, non hospitalier, dans les EHPAD. Et je dirais que cette ordonnance justifie pleinement le droit de retrait. Parce que si les conditions qui sont décrites ne sont pas appliquées, à l'évidence, il y a une mise en danger de la vie des salariés, mais aussi des usagers et autres. La deuxième, c'est un Carrefour Market également dans le nord de la France, avec, je dirais, la même démarche. Et la troisième a été jugée par le tribunal de Nanterre hier contre Amazon sur l'ensemble des établissements. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, dernier point, et puis je m'arrêterai parce qu'il faut que les autres aient la place. Dernier point, c'est l'annonce faite par M. Macron de la réouverture des écoles le 11 mai. Dans une situation quand même assez paradoxale, c'est-à-dire que les écoles de la maternelle jusqu'à la terminale, c'est des lieux de rassemblement. C'est même des lieux de rassemblement beaucoup plus denses qu'un restaurant, un café, etc. Quelles sont les conditions qui vont être mises? Et là, c'est une question grave. Quelles sont les conditions qui vont être faites pour que ces lieux ne deviennent pas très rapidement des lieux de contamination? On a vu que c'est à Mulhouse, dans un lieu de rassemblement religieux, qu'une partie de l'épidémie s'est répandue en France. Comment envisager le retour des écoles si on n'a pas mis en place la stratégie de dépistage, de confinement de ceux qui sont atteints ou positifs, c'est-à-dire de ceux qui ont des symptômes, mais aussi de ceux qui n'ont pas de symptômes, et avec une politique rigoureuse des sujets contacts, non pas par des moyens techniques, pour avoir travaillé au Sénégal ou en Algérie sur la tuberculose, je sais qu'on peut, à partir du groupe familial et du lieu de travail, identifier tous les contacts et par ce biais-là, interrompre la chaîne de contamination. Donc, si on veut faire reprendre les écoles, comme le dit M. Macron, à ce moment-là, il faut mettre en place systématiquement une politique de dépistage dans chaque établissement pour les professeurs, pour le personnel administratif et pour les élèves. Et il ne peut pas être envisageable de réouvrir des lieux collectifs où des enseignants, des élèves
vont passer entre 6 et 7 heures par jour, même s'ils passent la moitié, même 4 heures. Là, en ce moment, on nous fait prendre une distance de sécurité quand on va à la boulangerie, alors qu'on y est pendant un quart d'heure. Comment envisager que pendant 3 heures, des classes de 30 élèves, même divisées par deux, sans cette politique de test, mettent ensemble des gens qui sont contaminés, mais qui sont porteurs et qui n'ont pas de symptômes, et des gens qui jusque-là n'ont rien. Donc, j'attire vraiment votre attention sur ce point-là. En démocratie sanitaire, je reviendrai dessus, les autres vont expliquer, parce que là aussi, j'aurais des choses à dire. Mais... Très bien, merci beaucoup. Madame Godard, peut-être? Oui, merci. Alors, à Médecins du Monde, on couvre un assez grand nombre de sujets. Donc, je pense que je ne vais pas essayer d'être exhaustif sur l'ensemble des sujets. Ça prendrait beaucoup trop de temps. En revanche, il y a peut-être certains sujets sur lesquels je pourrais compléter par écrit par la suite en vous transmettant des notes. Parce que cette crise actuelle, elle révèle des lacunes assez nombreuses. Et surtout, elle intervient de manière assez dure auprès de publics qui étaient déjà pré-fragilisés. On part de loin pour certains publics, en tout cas, et je parlerai plus précisément de la question des conditions de vie des personnes, puisque on travaille auprès de personnes qui sont à la rue, dans des bidonvilles, dans des campements, dans des habitats très précaires, et la manière dont la gestion de la crise actuelle impacte très fortement la vie de ces personnes. Et puis la question de l'accès au système de santé de ces personnes, puisque c'est assez clé dans la crise actuelle. Alors, pour commencer sur la gestion de la crise, puisque c'était votre première question, on voit que les personnes qui vivent à la rue, en bidonville, dans des situations très précaires, quel que soit leur statut administratif, qu'elles soient étrangères, françaises, en situation, un titre de séjour, demandeuses d'asile, etc., c'est des personnes qui vont avoir des risques plus importants de développer des cas graves de la maladie, parce qu'elles ont souvent une santé fragilisée par la précarité, par la migration, par les conditions de vie dans lesquelles elles vivent actuellement. Dans nos centres de santé, 50% des personnes qu'on voit souffrent d'une maladie chronique. Et on sait que c'est l'existence de ces maladies chroniques souvent qui représente la comorbidité qui va entraîner des risques plus importants de complications. Et ce sont aussi des personnes qui ont un accès faible au système de santé et donc qui peuvent difficilement stabiliser ces maladies, ce qui va représenter encore une fois une fragilisation préexistante. Et puis, c'est aussi des personnes qui ont des difficultés à respecter les gestes barrières parce que pas de présence d'eau sur leur lieu de vie, parce que difficile de se confiner dans un squat ou à la rue. Voilà, ça, c'est des choses qui ont déjà été beaucoup abordées dans un certain nombre de publications dans les médias, etc. Je ne reviens pas forcément trop. Ce qu'on a vu dans la réaction des pouvoirs publics, c'est une certaine mobilisation au niveau national pour répondre notamment à la problématique de l'accès à l'eau, de l'accès à l'alimentation, puisqu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées dépendantes de l'aide alimentaire à cause notamment de l'arrêt de l'économie informelle, des personnes qui dépendaient de la mendicité, du travail du sexe, du ferraillage, de toutes ces activités qui leur permettaient de vivre, qui se sont retrouvées sans revenus. Et donc l'aide alimentaire est devenue assez vite cruciale. Et aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on est confiné. Les solutions ne sont pas encore mises en place partout. On peut dire qu'il y a eu une certaine mobilisation au niveau national et des difficultés de mise en œuvre au niveau local. Et que voilà, on a des retours de différents territoires où c'est aigu, avec peut-être une alerte spécifique sur les départements d'outre-mer, où la situation est encore très critique, du point de vue de l'aide alimentaire, comme du point de vue de l'accès à l'eau, où on est encore au stade 2 de l'épidémie. Je parle notamment de la Guyane et de Mayotte, qui sont les deux départements qui sont, on va dire, dans un caractère plus aigu de difficultés préexistantes, et où l'aide alimentaire et l'accès à l'eau ne sont pas encore effectifs de manière suffisante aujourd'hui. Voilà.
D'ailleurs, ça a été souligné. Les risques spécifiques de l'outre-mer ont été soulignés dans un avis du Conseil scientifique qui a été rendu le 8 avril et qui alerte très fortement sur le fait que l'épidémie arrive dans ces départements d'outre-mer et qu'elle risque de les toucher très durement en raison de la très grande précarité des personnes qui vivent dans des conditions très difficiles. Donc, il y a eu une certaine réaction des pouvoirs publics avec des lacunes dans la mise en œuvre sur le terrain et avec aussi, on voit bien qu'une fois de plus, sans les associations de terrain, la réponse n'existe pas. Et que la réponse a quand même beaucoup reposé sur ces associations, ce qui est un révélateur de plus du fait que quand il s'agit de la santé, de l'accès aux besoins vitaux, les services publics se délèguent leur rôle aux associations pour les précaires, pour les étrangers, pour tous ces publics qui sont exclus. Et on le voit une fois de plus dans cette crise-là, ça a été très marquant et ça le reste. Voilà. Après, les associations comme Médecins du Monde ont pris leur part. On dit, nous, on participe évidemment à la réponse à la crise, mais c'est aussi assez marquant de voir que progressivement, les associations deviennent aussi le service public des pauvres, pour faire quelque chose d'un peu résumé. Donc, il y a eu les problématiques d'aide alimentaire, les problématiques de l'eau, et sur les questions d'hébergement également, il y a eu des annonces du gouvernement de mobiliser un certain nombre de places d'hôtel pour les personnes à la rue. Donc ça a été plutôt effectif, avec des points noirs, des endroits où ça a bougé difficilement, et essentiellement les problématiques de campement sur le nord littoral, et aussi dans le nord de Paris, où ça a été également assez difficile. Voilà, on voit que malgré un affichage assez clair, notamment dans la circulaire interministérielle de fin mars, sur le fait que toutes ces réponses-là ne devaient pas dépendre du statut administratif des personnes. Il reste des endroits où il y a la problématique flux migratoire reste quand même prépondérante. Et sur Grande-Synthe et Calais, ça reste le cas, avec plus de difficultés qu'ailleurs à mettre en place des réponses humanitaires qui soient strictement liées à la gestion de la crise. Voilà, en gros, ce qui nous importe sur la question de ces personnes, des personnes à la rue, de tout ce qui a été fait pour essayer d'améliorer les conditions de vie sur place, c'est surtout que la crise soit l'occasion d'être un levier, et surtout de ne pas revenir en arrière à la sortie. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de points d'eau qui ont été installés un peu partout, dans les bidonvilles, par exemple, que ce soit en Île-de-France ou en province, ou en Outre-mer, actuellement, que ces points d'eau, que les habitants des bidonvilles réclament depuis des années, qui n'étaient pas mis en œuvre parce que les maires ne voulaient pas bouger, parce que les collectivités ne voulaient pas bouger, parce qu'ils craignaient des points de fixation, que surtout ces points d'eau demeurent, et puisque la question de l'accès à l'eau, qui a été largement soulignée pendant cette crise, elle soit d'autant plus révélée, et qu'on ne considère pas que ce n'est qu'en période d'épidémie d'avoir accès à l'eau en permanence. C'est vraiment une question de santé publique permanente. Et de la même manière, sur l'accélération de dispositifs d'hébergement, on sait que l'hébergement d'urgence vit une saturation inédite depuis plusieurs années, avec des situations de familles à la rue qui se sont multipliées depuis 5 ans à peu près, et qui ne voient pas d'issue. Le fait qu'on ait mobilisé des milliers de chambres d'hôtel, et qu'il y ait eu des solutions trouvées, et qu'il y ait eu aussi une prolongation de la trêve hivernale, ça doit nous amener à reposer la question du dispositif actuel, et de comment on peut mobiliser les différentes ressources. Évidemment, nous, on pense beaucoup à la question des réquisitions. Il faut pouvoir se servir de ces outils-là également. Sur l'accès au système de santé, on voit que pendant la crise, il y a un certain nombre d'obstacles qui ont été levés au fur et à mesure. Je pense à des décisions de prolonger les droits à la couverture maladie pour les personnes, des bénéficiaires de l'aide médicale d'État,
où là, il y a eu une décision que les personnes dont les droits se terminaient pendant la crise épidémique, ces droits seraient prolongés de 3 mois. Donc, ça, évidemment, ça a été une bonne chose pour permettre que les personnes continuent à avoir accès aux droits et aux soins pendant la crise. Ça montre aussi que l'aide médicale d'État, c'est une couverture maladie qui est indispensable et imparfaite. C'est-à-dire qui ne dure qu'1 an, qui est compliquée à obtenir, qui est moins disante que la sécurité sociale classique, et qu'il faut pouvoir améliorer pour faciliter réellement l'accès aux soins. De la même manière, un certain nombre de mesures qui avaient été prises à la fin de l'année 2019 par le Parlement, des mesures qu'on a été nombreux à dénoncer puisqu'elles restreignaient l'accès à l'aide médicale d'État et à la sécurité sociale pour les demandeurs d'asile. Donc les fameux 3 mois de carence demandés pour l'accès à la sécurité sociale pour les demandeurs d'asile. Et puis un certain nombre de mesures que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont assez techniques sur l'aide médicale d'État et qui restreignent son accès aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mesures, de fait, ne sont pas appliquées, puisqu'il y a des mesures dérogatoires pour faciliter l'accès. Il faut vraiment que cette crise soit l'occasion de ne pas les appliquer et de revenir sur ces mesures et de montrer l'importance cardinale pour l'ensemble de la population que l'accès aux soins soit assuré pour l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire. Et aujourd'hui, on voit bien, avec une épidémie comme celle-là, que quel que soit le statut des personnes, leur accès immédiat et inconditionnel au système de santé, c'est la garantie qu'on soit tous en bonne santé. Donc, on souhaite en tout cas que ça serve de levier pour la suite. On fait partie, comme beaucoup d'autres associations, on porte ce combat de l'intégration de l'ensemble des régimes dans un seul système universel, c'est-à-dire la disparition de l'aide médicale d'État au profit d'une protection maladie universelle qui soit accessible à l'ensemble des résidents du territoire. Aujourd'hui, on sait que le gouvernement est plutôt hostile à cette solution, mais on espère que cette solution peut encore être portée et c'est un combat qui reste à mener. Si on va dire par défaut de pouvoir obtenir ce changement-là rapidement, on peut imaginer qu'on revienne sur les mesures de fin 2019, qu'on retravaille sur l'idée de la carte vitale pour aussi les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui est une mesure un peu intermédiaire qui permettrait quand même de lutter contre le refus de soins. Et en tout cas que la question de l'aide médicale d'État et de son amélioration soit reposée pour garantir un accès à tous. Je vais pas être trop longue pour laisser la parole à Gwen Fauchois, juste souligner 2 points. La question des personnes détenues. Alors, je ne vais pas la détailler trop ici, on vous enverra une note, mais il y a eu un certain nombre, voilà, on a tous souligné l'importance de la problématique des personnes incarcérées, que ce soit par rapport aux risques sanitaires, aux risques épidémiques, et on voit bien que la surpopulation aujourd'hui, c'est aussi un problème de santé, et donc il faut travailler sur des alternatives à l'incarcération et sur lutter contre le surpeuplement en prison. Et aussi la question du lien social en prison. Le confinement a créé aujourd'hui des difficultés énormes pour toutes les personnes qui n'ont plus accès au parloir. On demande évidemment qu'il puisse y avoir accès au téléphone dans toutes les cellules, dès maintenant, mais de manière pérenne aussi. Encore une fois, que les choses qui peuvent être mises en œuvre rapidement pour faire face au confinement et aux difficultés, ça permette d'ouvrir d'autres voies. Et travailler sur l'implication des personnes concernées dans les décisions de santé en prison. Et le deuxième point, pour finir, celui des travailleurs et travailleuses du sexe qui sont aujourd'hui également durement touchés dans la crise avec problématique de revenus, puisque comme toutes les personnes qui dépendent de l'économie informelle, elles sont aujourd'hui privées de revenus et plus exposées donc de fait à des risques sanitaires, à éventuellement se mettre en danger pour pouvoir avoir accès aux revenus. Nous, on s'est associé aux associations communautaires qui demandaient la création d'un revenu de confinement et qui ont lancé un certain nombre de cagnottes.
voilà, vous savez qu'on a une position très critique vis-à-vis de la loi de 2016, dont on a anti-célébré l'anniversaire avant-hier. On pense que voilà, c'est aussi cette crise-là doit être l'occasion de remettre en question ces législations pour avoir une position beaucoup plus protectrice vis-à-vis de ces populations. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Je laisse la parole à Gwen Fauchois, que j'ai vu hocher la tête. Je pense qu'on est assez d'accord sur un certain nombre de points que j'ai abordés. Par ailleurs, je vais laisser Gwen Fauchois, mais juste pour rebondir rapidement, puisque je suis membre de la commission des lois et on avait aujourd'hui une audition sur la question des prisons. Et donc, c'est aussi par ces biais-là qu'on relaiera un certain nombre de points d'alerte, ce qu'on a déjà commencé à faire par ailleurs. Hein, mais en plus de ce travail propre à notre groupe, c'est aussi utile, extrêmement utile, tout ce que vous nous relayez là pour le travail dans les commissions. Je pourrais vous transmettre une note là-dessus, si vous voulez. Oui, super. Last but not least, Gwen Fauchois, merci. Donc, évidemment, je suis d'accord avec la plupart des choses qu'on a déjà entendues. Je vais essayer de donner un point de vue qui sera plus activiste au sens et démocratie sanitaire, mais au sens micro quasiment de l'action et plus sur une forme d'analyse politique, voilà, mais politique activiste. Et puis si après il faut rentrer dans le détail effectivement d'un certain nombre de mesures, éventuellement ça peut se compléter par rapport à des questions ou par des notes ultérieures. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait on ne peut pas réfléchir à organiser le déconfinement si on commence par en fait analyser les caractéristiques évidemment de l'épidémie en cours et aussi les politiques mises en œuvre pour y répondre ou qui n'y répondent pas. La première chose, et ça c'est un invariant pour moi que je vois du fait de mon parcours d'activiste, notamment de la lutte contre le sida dans les années 90, c'est qu'une épidémie, c'est jamais seulement un problème pathologique et que donc forcément les réponses à y apporter ne peuvent pas être uniquement thérapeutiques. Les conditions d'expansion d'une épidémie, c'est toujours ou facilité ou combattu en lien avec les conditions matérielles d'existence des personnes, de communication et les segments de population en fonction, encore une fois, voilà, de leurs conditions matérielles, donc sociales, économiques, y compris idéologiques d'ailleurs, comme aussi des conditions réelles, matérielles d'exercice et de pratique de la médecine. Le second constat que je ferai, c'est que les réponses du politique, en France en tout cas, n'ont jamais été sur la bonne temporalité. Pour empêcher une épidémie d'atteindre son stade explosif, en fait, il faut anticiper à la fois sur ses rythmes propres et sur ses modes de propagation. Et il se trouve que le gouvernement français, en fait, a choisi d'adapter ses mesures. Après, on peut discuter de la qualité de ces mesures, mais en tout cas, en termes de temporalité, il a choisi d'adapter à chaque fois ces mesures à ce qu'il constatait en temps réel. Et ça a eu pour conséquence immédiate qu'à chaque fois, en fait, les décisions ont eu un stade de retard. En fait. Ce qui inévitablement a restreint les choix, a restreint l'efficacité et a conduit à prendre des mesures d'urgence ainsi qu'à faire reposer sur le médical d'urgence avec toutes les tensions que ça crée évidemment, aggravées en plus par des années de gestion austéritaire et libérale. Donc ce défaut d'anticipation, en fait, ça a conduit d'une certaine façon à mettre hors jeu la population et à lui attribuer une forme de rôle restreint qu'on a assimilé à de la passivité. Une espèce de passivité et d'exclusion des processus de décision qui en plus a été présentée comme induite par nature par l'épidémie, alors qu'en fait, cette exclusion, elle est née de la façon dont l'épidémie a été gérée, ou à minima aggravée par un certain nombre de défauts de décisions politiques. Et par ailleurs, il se trouve qu'en fait, même le confinement n'est pas une forme de passivité, c'est pas seulement une aide passive à la médecine d'urgence,
mais c'est au contraire une participation. Et le fait de tenir le confinement, qu'il réussisse ou non, qu'il produise ou non des effets, repose non pas sur la passivité de la population, sur le fait d'aller, on s'enferme et puis on ne sort plus, on ne fait rien, mais au contraire en fait, sur sa participation et surtout sur la capacité de la population à rendre possible ce confinement, sur l'engagement qu'elle y met et sur l'adhésion qu'elle y met. Alors que le discours apparent qu'on entend médiatiquement et politiquement, ça voudrait nous faire croire que en fait, la lutte contre l'épidémie et l'efficacité ne reposent que sur 2 piliers et 2 pouvoirs, le pouvoir politique et le savoir-faire médical. Et qu'en gros, la population, en fait, on lui demande de ne pas gêner, de ne pas compliquer la situation. Et du coup, ça fait qu'on envisage les questions éthiques et les questions sociales comme des mesures collatérales et comme des mesures d'accompagnement. Alors qu'en fait, quand on y regarde de plus près, en fait, c'est au contraire les conditions qui rendent possible le confinement et qui rendent possible son efficacité, cette capacité ou pas de la population à le prendre au cœur et à le mettre en place. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, d'une certaine façon, pour moi, les pouvoirs politiques ont décrété le confinement, mais ensuite ils ont laissé la charge de l'organisation, en réalité, de ce confinement à la population, justement. Et donc, on a eu une espèce de décision technocratique hors sol, en fait, enfin, hors sol au sens hors de la matérialité de la vie des gens. Et c'est au niveau micro-social, au niveau local. Là, j'ai un tout petit désaccord, mais en fait, je pense que c'est parce qu'on n'envisage pas tout à fait la même chose sur le rapport local-national. Parce que je trouve que c'est en fait au niveau local et micro que la mise en pratique s'est organisée. Et que toutes les décisions du pouvoir politique, en fait, elles ont uniquement concerné les questions économiques ou les questions des matériels et des médicaments. Et on sait avec quel défaut. Mais bon, je ne rentrerai pas forcément dans le détail parce que je pense que ça a été abordé dans une précédente audition avec mes camarades, notamment de l'Observatoire de la transparence du médicament, toutes les faillites successives en termes de masques, de tests, de médicaments pour la réanimation, etc. Mais en tout cas, donc, le reste des mesures en fait, a tendu uniquement vers le productif, tandis que le reproductif et l'organisation du confinement, le soin, la prise en charge des personnes, tout ça, ça a reposé en fait très largement sur l'engagement, le dévouement, le volontariat et notamment des travailleurs les moins considérés socialement, mais aussi sur des personnes, des individus et sur le monde associatif militant, structuré formellement ou non d'ailleurs, parce que pas mal de petits groupuscules on réagit. Et il a fallu plus d'1 mois, en fait, pour que émergent de la part de l'État les premières paroles concernant des mesures d'aide aux personnes, aux familles et aux plus vulnérables. Et pour l'instant, on n'en est qu'aux paroles. Ça a été dit il y a 2 jours par Macron, on attend de voir ce que les différents ministères vont proposer concrètement. Voilà. On peut aussi remarquer en ce qui concerne les politiques que c'est là où, là encore, je fais pour moi un distinguo avec local, national. Et je pense qu'en fait, le local a quand même joué plus que le national. C'est que j'ai l'impression que les premières organisations de prise en charge et de soutien des pouvoirs publics en fait, sont venues à l'échelon local, à l'échelon municipal, à l'échelon départemental, plutôt que du national. Et que ces mesures se sont largement inspirées de ce qu'avait initié en fait, l'auto-organisation citoyenne et associative. Et que souvent, les mairies ont remis en place des espèces de sites informatifs, mais qui reprenaient toutes les initiatives mises en place par les citoyens ou les associations. Et du coup, ce que je trouve extrêmement frappant, c'est que la société civile, dès les premiers jours du confinement, l'annonce du confinement semble avoir agi comme un espèce d'électrochoc. Et pour ce qui est de la société civile, elle est sortie d'une forme d'anesthésie. Je trouve qui avait eu cours depuis tout le long de février notamment, et jusqu'au jour de l'annonce du confinement, où on restait un peu dans une forme de non-action. Voilà.
et que la société civile a montré en fait une capacité de souplesse, d'action et de réadaptation absolument incroyable, et de vitesse de réaction qui est en fait aux antipodes de celle de l'État. Et qu'on a vu se mettre en place extrêmement rapidement des réseaux d'information, de traduction à la direction des migrants, que ce soit dans les campements ou dans les foyers, des réseaux de solidarité, des réseaux de livraison, de médicaments, d'alimentation, que ce soit par immeuble, par quartier, par réseau d'affinité, par réseau de pairs, par réseau communautaire, voilà, et par savoir-faire populaire, dans les cages d'escalier, dans les cités. Enfin, voilà. Donc je trouve que là, il y a eu au contraire une espèce de foisonnement et de bouillonnement et de rapidité extrêmement, enfin moi qui m'a impressionné. Voilà. Donc du coup, je trouve qu'à ce moment, si on regarde ça sous cet angle, en fait, le constat il est assez clair, c'est que la participation citoyenne, elle n'est pas du tout à côté. C'est pas une question éthique ou démocratique, ou en tout cas, c'est pas seulement une question éthique ou démocratique. Et c'est sûrement pas un gadget ou un alibi participatif de pure forme avec des plateformes dont peut-être elles finiront par éclore. C'est d'abord et avant tout du pragmatisme, et c'est avant tout la condition de l'efficacité du confinement, comme elle sera en fait la condition de l'efficacité du déconfinement. Parce qu'on ne peut pas séparer les conditions, on ne peut pas séparer les dispositifs des pratiques réelles et des conditions matérielles dans lesquelles ces pratiques s'exercent. Et pour moi, ça serait là, en réalité, que la puissance publique, elle devrait intervenir avec un peu de modestie, mais un peu plus de moyens. C'est-à-dire que non pas en décrétant de façon administrative ou autoritaire, mais dans la co-construction à partir de l'expertise du réel et des besoins. Et je trouve que de ce point de vue-là, si je reviens sur l'exemple que donnait Annie Thébault de l'annonce qu'on va rouvrir les écoles, là on est typiquement dans ce qu'il ne faut pas faire. Que la première chose, moi ça me paraît aberrant de toute façon, mais en admettant qu'on ait voulu rouvrir les écoles, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est commencer par écouter et faire dialoguer les profs avec les parents d'élèves, avec le personnel d'encadrement, le personnel de fonctionnement, regarder la réalité de dispositifs d'hygiène qui sont inexistants dans un certain nombre d'écoles où il n'y a même pas d'eau et de savon, donc, où les classes sont surchargées. Donc, enfin, voilà. Et donc, pour moi, on est vraiment à l'inverse. On ne se donne absolument pas les moyens d'essayer de trouver et d'inventer des solutions de réduction des risques qui soient adaptées, encore une fois, à la réalité. Et qu'en plus, on est assez malhonnête parce qu'on ferait mieux d'être là encore un peu modeste, de dire qu'on ne sait pas, qu'on a des doutes et que voilà, c'est de la réduction des risques. C'est pas un truc absolu, une sécurité absolue. C'est comment on fait, chacun étant éclairé au maximum de ce qu'on sait et des doutes qui persistent. Voilà. Donc, encore une fois, pour moi, voilà, il n'y a pas de politique désincarnée, s'il n'y a pas d'acteurs pour la mettre en œuvre, il n'y a pas de politique. Et donc, au final, c'est les pratiques et les conditions réelles qui font la différence. Même chose sur les tests. Je veux dire, si, et ça semble être le cas quand même depuis un mois, je veux dire, on ne fait pas de tests parce qu'on n'en a pas et parce qu'on n'a pas passé les commandes et qu'on s'est contenté de dire toutes les semaines qu'on commandait, ok, on fait avec le peu de tests qu'on a, mais on fait exactement l'inverse de ce qu'a dit Macron. On ne teste pas les gens qui sont symptomatiques. Ceux qui sont symptomatiques, malheureusement, leurs symptômes servent de test. Ils disent qu'ils sont malades. Il faut tester les gens qui sont autour éventuellement des contacts de ces gens qui sont symptomatiques. Il faut tester les gens qui justement ignorent qu'ils sont porteurs du virus et qui le transmettent à cause de cette ignorance. Voilà. Et il faut le faire, encore une fois, sur la base d'un consentement éclairé et d'une prise en charge globale de la santé et du soin de chacun, à la fois de chacun, de la personne et aussi de ses proches. Il ne s'agit pas de tester des personnes et de les renvoyer chez elles dans des habitats qui sont inadaptés quand ils en ont. Contaminer leurs proches, parce que ça, c'est pas du tout casser des chaînes de contamination, c'est au contraire nourrir les chaînes de communication. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, l'exemple de l'Italie,
qu'on n'a pas regardé en février, peut-être qu'on pourrait le regarder maintenant, devrait un peu nous alerter, parce que si le confinement a été relativement efficace pour protéger le sud de l'Italie, qui n'était pas au même niveau de contamination que le nord, si l'épidémie elle a flambé très vite, elle redescend très lentement. Et on voit aujourd'hui que dans les villes du Nord, il y a énormément de cas qui continuent à être dépistés. Au fur et à mesure, justement, qu'on s'éloigne du dépistage uniquement sur les personnes symptomatiques et qu'on teste les gens asymptomatiques, on en voit beaucoup. Et le problème, c'est que de la même façon, on les renvoie dans leur habitat. Et l'habitat urbain, pour le coup, est celui qui est le moins adapté à casser les chaînes de contamination. Voilà, donc encore une fois, il s'agirait à ce moment-là de co-construire justement des conditions après les tests d'isolement consenti, c'est-à-dire un isolement assumé par des adultes responsables, éclairés des enjeux comme, encore une fois, des ignorances. Parce que ce virus, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, toujours aujourd'hui, et à qui les pouvoirs publics donc, donneraient les moyens de réaliser cet isolement dans des conditions acceptables. Parce que si c'est pour renouveler les conditions de mise à l'écart, on sait qu'on gère ça très mal, c'est juste de la promiscuité, donc là, ça ne casserait rien du tout non plus. Donc, il ne s'agit pas d'organiser de la traque, il ne s'agit pas d'organiser une forme d'incarcération, parce que ça produirait, là c'est l'expérience, encore une fois, des épidémies précédentes, ça va produire exactement l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire des conduites d'évitement. Les gens chercheront à tout prix à éviter de se faire dépister. Si on leur dit qu'en fait, ils vont être, c'est pas pour prendre soin d'eux, c'est pour les enfermer autoritairement. Voilà, donc là, on produira juste de l'échappement, du déni, de l'évitement. Alors qu'on sait, là encore, sur les expériences des épidémies précédentes, qu'une personne qui est sensibilisée au danger, à qui on propose d'associer prévention, dépistage, soins, non-jugement, prise en charge globale, devient à son tour un acteur de santé et de prévention, et modifie lui-même volontairement son comportement, puisqu'il est en mesure à ce moment-là de comprendre à la fois les bénéfices qu'il va en tirer pour lui-même, mais aussi pour ses proches, à la fois donc individuellement et collectivement. Et ce savoir-faire, il existe. Enfin, voilà, je veux dire, qu'on le voit effectivement à travers un certain nombre d'associations généralistes comme Médecins du Monde, mais aussi on pourrait s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà en matière de lutte contre le sida. Je pense notamment aux centres de santé communautaires comme le 190, au réseau de dépistage et d'accompagnement, là encore par des pairs, que ce soit Aide ou Accept Tester, qui en ont l'expérience, le font déjà, et qui pourraient tout à fait, là aussi, associer ce qu'ils font déjà en matière de sida et le faire en matière de coronavirus. Et qui plus est, on pourrait en profiter pour proposer aux gens, en même temps, de les dépister aussi contre le VIH, ce qui permettrait de faire d'une pierre plusieurs coups. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'était très, très complet. Ouais, du coup, je vais vous redonner la parole pour compléter parce qu'en fait, je crois que les camarades me confirmeront ou peuvent mettre un petit message, mais je crois que vous avez à peu près tout brossé, en fait. C'est parfait. Du coup, je vois Nathalie Godard qui voulait réintervenir et je crois que Madame Temomoni aussi. Pour les questions de démocratie. Oui, ben, enfin, on a le temps que vous avez d'ailleurs, hein, donc avec plaisir. Madame Godard. Oui, en fait, je voulais compléter quelque chose que j'ai dit parce que j'ai l'impression dans l'intervention de Gwen Fauchois qu'il y avait quelque chose que j'avais peut-être pas bien expliqué. Quand je parlais du local et du national, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était uniquement par rapport au pouvoir public, c'est-à-dire il y a eu, moi personnellement, je suis dans mon travail très en lien avec un certain nombre de représentants des pouvoirs publics au niveau national, où on voit qu'il y a eu une volonté de se mobiliser sur les questions d'accès à l'eau, sur la question de l'accès à l'alimentation, par exemple, ou la mise en œuvre de dispositifs spécifiques sur le terrain, les centres de desserrement, les équipes mobiles, etc.
Et par contre, mes collègues qui travaillent sur le terrain dans les différentes régions ont constaté que les préfectures, que les ARS étaient bien plus lentes à mettre les choses en place. Donc, c'était du point de vue des services de l'État que les choses ont parfois bloqué. Il y a eu un certain nombre d'endroits où les préfectures, notamment, ont mis beaucoup de temps à se mettre en mode coordination d'urgence, et alors qu'il y avait, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pas mal d'associations qui faisaient des choses et qui le faisaient sans coordination de l'État parce que, en fait, c'est elles qui sont sur le terrain et qui, de fait, se sont mises à faire des trucs et que l'État, que ce soit la préfecture, la DDCS, l'ARS, etc., parfois travaillait de manière parallèle ou plus lente ou en ne priorisant pas forcément et pas toujours largement la question des personnes en précarité. Il y a eu un décalage dans le discours des pouvoirs publics entre ce qu'on nous a dit au niveau national et la mise en œuvre au niveau local. Mais après, pour tout le reste, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Gwen sur le fait que, de fait, les acteurs locaux, qui de toute façon sont ceux qui sont, qui sont au front d'habitude, en fait, s'y sont collés. L'aide alimentaire, elle s'est organisée autour plutôt des associations au départ, et puis l'État a dit, bon, on dégage les chèques services, et puis les préfectures se sont mis à faire la coordination, mais on va dire dans une deuxième vague. Et que d'abord, ça a été des associations. Et sur l'eau, c'est de la même manière, ça a mis du temps. Et qu'on a vu aussi, par exemple en Seine-Saint-Denis, des associations humanitaires commencer à travailler sur la question de l'accès à l'eau parce que les maires ne voulaient pas bouger. Donc voilà. Mais c'était pour revenir sur ce décalage national, local, qui, pour le redétailler, histoire d'être plus précise. Ouais. Juste une question en fait sur le processus de déconfinement et la manière dont on peut l'envisager de manière plus citoyenne et plus émancipatrice en fait du coup. Il a été question des personnes malades, des personnes précaires. J'aurais bien aimé que vous me donniez un peu votre analyse ou vos réflexions sur l'idée, enfin il y a la question de l'école, des profs, etc. C'était vraiment très intéressant sur le fait de dire il faut un dialogue avec les enseignants, avec les personnels, et c'est eux qui pourront y compris développer les manières de faire quand on ouvrira, quand on doit ouvrir. Mais du coup, les options qui sont aujourd'hui étudiées pensent en termes soit générationnels, soit régional, par étapes, etc., le déconfinement. Et moi, ma question, c'est, pour Madame Debomoni, sur la question des salariés, des travailleurs qui sont actuellement déjà, en fait, y compris dans les secteurs non essentiels, aujourd'hui à risque, enfin, qui risquent et qui sont souvent certainement très contaminés. Et c'est là que la circulation du virus se continue, par ailleurs. Voilà, comment permettre l'organisation, l'auto-organisation, la protection de ces salariés-là, comment permettre la protection de celles et ceux qui vont être progressivement déconfinés. Est-ce que vous pensez une priorisation, voilà, quelles sont les priorisations, et si on doit faire les choses par étapes, quelles sont les priorisations sectorielles pour vous dans ce qui est essentiel pour envisager un déconfinement? Et voilà, et au-delà de la question donc du coup des salariés, comment est-ce que les Covid négatifs ou les asymptomatiques, etc., peuvent participer du coup, en plus de choisir la quarantaine, etc., peuvent participer en fait au déconfinement et en fait à la résolution de la crise sanitaire. Du coup, comment on peut impliquer plus globalement? Il y a les questions des réserves citoyennes, des réserves civiques, etc. Penser aussi des dispositifs où on peut être acteur et actrice de tout ce processus de résolution de crise qui, pour moi, pour nous, en fait, engage la société dans son ensemble et engage à changer énormément de choses de la société. Donc, du coup, l'idée pour nous, c'est qu'on met aussi en place des instruments
comme ça a été dit par Madame Gonard d'ailleurs, qui doivent être pérennes en fait. Parce qu'il y a besoin que notre société apprenne à fonctionner différemment de toute façon pour faire face, pas juste à cette crise-là conjoncturelle, mais aux prochaines et puis pour changer. Enfin, bref. Madame Tebomoni. Alors, bah oui, je suis contente de reprendre la parole après ce qui vient d'être dit par Gwen Cauchois, parce que je suis complètement dans cette démarche-là. Nous sommes, alors quand je dis nous, c'est l'association Henri Pézra Santé, Travail, Environnement. Nous sommes dans cette démarche de mise en réseau, associations, syndicats, collectifs, formels, informels, pour faire face. Alors, les deux exemples que je peux donner, c'est ce qu'on a fait par rapport au plomb à Notre-Dame. On est un collectif d'une vingtaine de syndicats, alors des syndicats de base, hein, avec l'Union départementale de Paris, qui s'est beaucoup impliquée, et plusieurs associations, dont l'association Henri Pézra, mais aussi l'association des malades, des familles victimes du saturnisme, parce que il est évident que c'est bien la synergie qui est nécessaire. Et là, du coup, ce collectif, et on a fait la même chose avec Lubrizol. À Lubrizol, il y a même, je pense, une trentaine d'associations et de syndicats qui travaillent très, très en lien par rapport aux mensonges d'État, d'abord, qui sont énormes sur le risque chimique par rapport à cet incendie, et puis sur la suite. C'est-à-dire que je dirais que dans les trois cas, la mobilisation se fait autour de cette question de la prévention. Et là, pour le Covid-19, il est clair qu'il faut travailler avec les syndicats d'enseignants, avec les parents d'élèves, avec les syndicats de personnel administratif, pour essayer de voir comment on va en sortir. C'est-à-dire que j'étais un peu sur les réponses sanitaires, parce que c'est mon métier, tout à l'heure, mais on ne pourra pas déconfiner sans qu'il y ait une forte mobilisation qui est déjà là, on la voit, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Gwen. C'est évident que si le confinement marche, ce sera parce que activement, de très nombreux réseaux se sont mis dans la position de le faire marcher, et qu'autrement, c'était absolument impossible. Et là où ça ne marche pas, c'est pas parce que la population est rétive, et je suis absolument scandalisée de la politique de sanctions qui a été mise par le gouvernement. C'est inadmissible, mais vraiment inadmissible. C'est aux antipodes de ce que j'ai appris en santé publique. C'est-à-dire que c'est la mobilisation qui peut permettre de faire avancer les choses. Alors, du point de vue des salariés, je dirais qu'il y a une chose à laquelle je tiens énormément, c'est le fait que dans le Code du travail, il y a une obligation d'information des salariés et de leur participation à la prévention. C'est inscrit dans le Code du travail, et notamment sur le risque infectieux. Et je dirais, l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. C'est Jean Rostand qui disait ça. Je le dis souvent, mais je trouve que on est dans une situation où on nous prend pour de façon extrêmement infantile, c'est assez insupportable quand on sait que dans le milieu de travail, alors je vais prendre les nettoyeurs sont en demande d'information. À l'union départementale, CGT, il y a une permanence téléphonique, et il y a des demandes continuelles de salariés qui demandent comment s'organiser. C'est-à-dire que la demande, elle est là. La réponse, même nous au niveau associatif, on est débordé par des demandes sur jusqu'où l'employeur peut nous employer sans prendre de précautions. Et c'est pour ça que je parlais des ordonnances tout à l'heure, parce qu'on a besoin d'outils, et comme on ne peut pas faire de rassemblement, puisqu'on est confiné, donc qu'est-ce qui nous reste? Il y a notamment le travail des inspecteurs du travail, et là je voudrais vraiment
dire à quel point on apprécie ceux qui ont fait cette démarche contre l'avis du directeur général du travail qui, au contraire, tente à les freiner. Et là, on a des outils juridiques avec ces ordonnances qui peuvent permettre de donner de l'information, je dirais, étayée et adaptée au Covid-19. Parce que dans les ordonnances, ils sont très précis sur ce qui aurait dû être fait à Amazon et qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait dans cette association de services à la personne, etc. Donc, pour moi, c'est évident que on ne peut pas envisager le déconfinement sans une mobilisation qui va être au niveau du quartier, qui va être au niveau des petits commerces, qui va être... Et l'histoire des marchés, par exemple, c'est absurde. C'est absurde. On peut organiser un marché où on respecte les distances de sécurité, où les gens ont des masques, où ils ont des gants, où les marchands font attention. D'ailleurs, le dernier dimanche, je suis allée au marché. Il y avait la police municipale qui était là, mais qui n'était pas là pour sanctionner, qui était là pour être là, je suppose. Et en fait, on respectait tous les distances de sécurité. C'est là où, en fait, cette approche extrêmement technocratique et bureaucratique est une manière, enfin, nous mène à l'échec d'une certaine manière. Et je suis inquiète pour le déconfinement si toutes les questions que nous posons aujourd'hui, elles ne sont pas posées à un niveau national, départemental, local, pour qu'on puisse réellement s'organiser. Je sais que la mairie de Fontenay-sous-Bois, où j'habite, est dans cette perspective-là. Le problème après, c'est comment, au niveau au-dessus, on nous autorise à avoir cette mobilisation les uns avec les autres. Je voudrais ajouter, enfin je suis vraiment entièrement d'accord, hein, mais je voudrais ajouter à ça, ça me frappe encore une fois par le parallèle que j'ai pu faire sur ce que j'ai observé en Italie, c'est qu'on entend très peu les syndicats. Et aussi parce que médiatiquement, ils ne sont pas les plus relayés non plus. Hein, mais voilà, donc il faudrait absolument qu'on arrive à mobiliser les dynamiques et les réseaux avec les syndicats parce qu'il faut qu'ils montent au front sur cette question. Le paradoxe, c'est que quelque part, on va sortir du confinement sans avoir posé la question de ce qui était essentiel, justement, de continuer à faire fonctionner. C'est-à-dire qu'en réalité, on aura laisser perdurer un certain nombre justement d'activités qui n'étaient en rien essentielles, comme Amazon, si ce n'est de permettre un certain confort de confinement à certains, au prix de la mise en danger d'autres. Et puis évidemment, il y a la question, encore une fois, des moyens sur lesquels on nous balade depuis 1 mois et demi et qui est absolument scandaleuse. C'est que jamais on aurait dû laisser aller tous ces salariés au travail sans masque, sans test, sans gel hydroalcoolique pour eux, mais aussi par exemple à l'entrée des magasins d'alimentation. Enfin, et bon, au-delà des salariés, la question des masques se pose aussi pour la population, et où on va se retrouver avec des masques bricolés, encore une fois. Bon. Enfin, quand on aura des masques. Et puis, là, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a la question évoquée tout à l'heure du revenu de confinement. En fait, il faudrait aller plus loin. Il faudrait parler enfin d'une forme de revenu minimum universel, parce que si la capacité de discussion des salariés, elle est aussi là. Enfin, il y a ceux qui n'ont aucun revenu, comme Nathalie l'évoquait tout à l'heure, tous ceux qui sont de l'économie souterraine, de l'économie informelle, de l'économie précaire, qui sont entre 2 CDD, qui sont entre 2 missions d'intérim, qui sont entre 2 missions payées au noir par un certain nombre d'employeurs.
Voilà. Mais le fait de ne pas avoir de revenus minimum handicape la capacité de discussion avec son employeur aussi, quand on est étranglé par un loyer, par des factures d'eau, par des dépenses d'alimentation qui ont en plus augmenté. Enfin, il faut quand même le dire, les magasins n'ont pas, les magasins alimentaires n'ont pas les grandes chaînes n'ont pas joué le jeu. Elles ont, même si maintenant elles commencent à dire qu'elles ont, et à se faire de la pub en disant qu'elles ont bloqué les prix, elles ont commencé par les faire augmenter. Et puis la gestion des pénuries a fait que de toute façon, il restait les produits les plus chers dans les rayons. Donc voilà, donc tout le monde a vu ses factures augmenter. Les factures d'électricité vont être nettement plus élevées aussi, puisque les télés, les lumières ont été allumées 24 heures sur 24. Voilà, donc cette question du revenu universel doit être absolument à un moment donné mis dans le débat public, parce que sans cette question du revenu, on n'y arrivera pas. Mais voilà, il y a aussi, là j'évoquais justement la question du gel ou de la suppression ou de la mise de la prise en charge par l'État d'un certain nombre de factures. Et pas seulement cette fois-ci pour les entreprises, se pose aussi. Il y a des gens, on nous a dit, ah oui, mais quand on est smicard, on aura l'entièreté de son salaire. Déjà, on a vu que dans certains cas, et notamment les femmes, parents isolés, ça n'a pas toujours été le cas, parce que les employeurs n'ont pas forcément joué le jeu. Mais quand on gagnait 5 sous au-dessus du SMIC, on se retrouvait avec seulement 80% de son salaire. Or, on sait très bien que pour une grande partie de la population, 5 euros, 10 euros, 100 euros à la fin du mois fait une énorme différence. Donc là encore, capacité de négociation réduite à néant, quand de toute façon, si on fait valoir son droit de retrait ou qu'on rentre en conflit avec l'employeur, on se dit qu'on ne pourra pas payer son loyer et qu'on risque de se retrouver au bout de la chaîne à la rue avec ses enfants. Donc, voilà. Sur un peu le même sujet, si je peux juste compléter aussi, aujourd'hui, il y a les aides qui sont mises en place, par exemple, ce qui a été confirmé au Conseil des ministres ce matin, c'est-à-dire l'aide aux familles, je ne sais pas exactement les détails, mais bref, l'aide aux familles et puis les primes pour les étudiants, etc. Ça touche une partie de la population qui est identifiée et qui est déjà identifiée par les services sociaux, qui est en situation régulière et qui est déjà intégrée dans un système d'aide. Or, les politiques de ces dernières années, en rendant plus difficile la régularisation, en gardant un certain nombre de personnes hors du système, que ce soit le système de santé ou le système d'aide sociale, a renforcé en fait l'exclusion d'une partie de la population. Et aujourd'hui, on voit que les personnes que nous on voit dans nos programmes, c'est essentiellement des personnes sans papier ou demandeuses d'asile, en tout cas des personnes qui ne seront pas couvertes par ces différentes mesures, puisque ce sont des mesures qui passent par les aides sociales classiques. Et donc, il y a eu quand même ces dernières années un traitement de la question de la pauvreté de manière très cloisonnée, entre les personnes pauvres mais en situation régulière ou française qui faisaient l'objet d'un plan pauvreté, de mesures d'accompagnement, etc. Et puis les personnes pauvres étrangères qui pouvaient tout à fait travailler en France mais être pour autant sans titre de séjour, qui ne bénéficiaient pas d'aide particulière et dont la régularisation était rendue plus difficile et qui ne peuvent donc pas être couvertes par toutes ces différentes mesures de lutte contre la pauvreté. Une fois encore, la crise actuelle montre qu'une fois qu'on est sur le territoire, on a en commun de partager, d'être solidaires les uns des autres, ne serait-ce que parce que la santé des uns a un impact sur celle des autres. Et nous, on milite pour un décloisonnement aussi de l'approche pauvreté, de ne pas traiter à part les personnes sans papier qui sont aussi des pauvres qui doivent pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Et ça doit aussi nous motiver à reparler de la question de la régularisation, notamment, je pense aux personnes qui sont hébergées à l'hôtel, en hébergement d'urgence, depuis plusieurs années, qui sont bloquées dans cet hébergement d'urgence. Il y a des familles qui sont depuis plus de 2 ans en hébergement d'urgence. Ça bloque des chambres d'hôtel de manière durable, et donc ça participe à la saturation de l'hébergement d'urgence, et ces personnes ne peuvent pas avoir accès à un hébergement de plus long terme,
puisque cet hébergement de plus long terme est lié au fait de pouvoir être mis dans des processus de réinsertion, d'insertion. Et c'est lié évidemment au fait de pouvoir avoir un titre de séjour. Donc, il faut remettre en question, reposer la question de la régularisation des personnes qui aujourd'hui sont depuis de longue date en hébergement d'urgence pour débloquer la suite. C'est des personnes qui sont ni expulsables, ni régularisables aujourd'hui et qui ne peuvent pas bénéficier de toutes ces aides, ne bénéficier des parcours d'insertion qui doivent faciliter le fait de sortir de la pauvreté, en fait. Donc, c'est peut-être la vertu d'une crise comme celle-là qui est de re-questionner l'interaction entre différentes populations et de reposer le fait que entre un pauvre sans-papier et un pauvre français, ce qui est en commun, c'est quand même la pauvreté et que ça doit être la responsabilité des pouvoirs publics de trouver des solutions à cette pauvreté. Voilà. Merci beaucoup. Madame Tebboumoni, juste un dernier mot pour conclure. Alors, je voulais juste revenir sur les syndicats, le rôle des syndicats. Il y a des syndicats qui se battent vraiment au niveau des boîtes ou au niveau territorial, je dirais. Il y a eu de belles initiatives à Saint-Nazaire récemment du droit de retrait pour tous les salariés, pas seulement les statutaires, pour dire vite. Le problème, c'est qu'on est face à une précarisation aussi des possibilités de syndicalisation avec la sous-traitance et l'intérim. Il faut savoir qu'à Amazon, lorsque les salariés en CDI ont posé leur droit de retrait, immédiatement Amazon a recruté des intérimaires et bien sûr sur une base que ces intérimaires en principe ne sont pas syndicables presque. Donc il y a une expression locale. C'est vrai qu'au niveau national, on n'entend pas beaucoup et je le déplore aussi. Mais je crois que là aussi, il y a des formes de mobilisation. Enfin, nous, on les voit. Moi, je travaille continuellement avec des syndicalistes qui sont très impliqués en ce moment, qui s'expriment, qui font des communiqués de presse, qui font des conférences de presse même. Mais le problème, c'est qu'après, on a le blocage des médias. Et là, sur tout ce qui concerne la santé au travail, il y a un plafond de verre. Et en ce moment, le Covid-19, ce n'est pas une histoire de travailleurs et on ne veut pas entendre parler des travailleurs du point de vue médiatique. Quel faux choix? Oui, c'est parce que effectivement, je constatais par rapport à, là encore en comparant avec l'Italie, où on a vu un certain nombre de grèves, en tout cas, ou de menaces de grève se mettre en place, et qu'on n'a pas vu effectivement ici. Et ici, on est plus passé par le juridique, mais je pense qu'effectivement, c'est lié à la précarisation syndicale. Voilà, c'est ça. Et que du coup, on a été obligé de passer par d'autres outils. Voilà, parce que par contre, on a vu beaucoup d'initiatives de plaintes en tout genre. Et toujours sur les syndicats, là, dans la perspective du déconfinement et de ce qu'on disait tout à l'heure, d'une politique globale de tests, isolement des personnes détectées asymptomatiques détectées positives, il pourrait y avoir une piste de réflexion ou un dialogue à entamer avec les syndicats des travailleurs des hôtels, justement. Tout à fait. Mais il y a voilà, et voir avec eux qu'est-ce qu'eux pensent possible ou pas et dans quelles conditions. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était vraiment extrêmement enrichissant, intéressant, et en plus ça donne des perspectives de lutte et de mobilisation. C'est super. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans les prochaines semaines, et c'était vraiment bienvenu comme échange dans ce moment où on est tous et toutes, je pense. On passe par plein de phases différentes, mais du coup, l'idée c'était aussi de ça, de continuer à travailler, à ne rien lâcher, comme on dit par chez nous. Merci à vous pour être aussi au front et continuer vos engagements professionnels, politiques, militants, associatifs et syndicaux.
On se permettra de revenir vers vous éventuellement si on a des petits détails de confirmation, et puis on vous enverra bien sûr l'audition et les éléments de notre rapport dès qu'il est prêt, y compris pour que vous puissiez peut-être nous indiquer des corrections, des suggestions à ce propos. Voilà, bah, écoutez, merci à vous tous, merci à toute l'équipe. Tout le monde est encore là, sauf Mathilde a dû partir à l'instant. Et puis bah, prenez soin de vous et à bientôt, j'espère. À bientôt. En ligne ou post-confinement. Ou dans le quartier. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, merci.